Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis David pour Ordi Répar et aujourd'hui je vous propose de continuer notre série de vidéos sur la ligne de commande Linux avec la gestion des utilisateurs et des groupes, mais également avec la gestion des droits d'accès aux fichiers. En effet, Linux est un système multi-utilisateur, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Un système multi-utilisateur, c'est un système qui permet à plusieurs utilisateurs d'utiliser la même machine en même temps, ou du moins de se partager les mêmes ressources sur une même machine. Comment c'est possible? Il n'y a qu'un seul écran, il n'y a qu'un seul clavier, une seule souris. Comment c'est possible que plusieurs utilisateurs puissent utiliser la même machine en même temps? Eh bien, tout simplement, Linux permet d'avoir accès au même ordinateur, alors soit depuis son terminal principal, l'écran, le clavier, la souris, soit à distance, en ouvrant une session à distance. Effectivement, pour bien comprendre ça, il faut se sortir la vision windowsienne du multi-utilisateur. C'est vrai que dans Windows, dans les versions familiales notamment, on peut pas être à plusieurs à travailler en même temps. C'est-à-dire qu'on a une personne qui utilise l'ordinateur en ce moment et qui est sur sa session, sur son bureau, avec ses propres icônes, son propre arrière-plan, son propre écran de veille, etc. Il peut y avoir plusieurs comptes utilisateurs sur la même machine, mais on ne les utilise pas en même temps. Éventuellement, au mieux, l'utilisateur qui est en train de se servir de son compte peut laisser sa place en fermant simplement sa session ou en verrouillant sa session et en basculant sur un autre compte utilisateur. On a effectivement les deux sessions qui continuent de travailler en parallèle. Mais on n'a pas vraiment la main sur les deux sessions, on n'est pas vraiment libre de le faire. En tout cas, dans les versions familiales, c'est comme ça. Dans les versions professionnelles de Windows, bien entendu, il y a également la possibilité d'ouvrir un bureau à distance avec plusieurs comptes utilisateurs, mais c'est souvent des histoires de licence et ça commence à devenir très compliqué et ça peut devenir coûteux également. Et ce besoin-là, on l'a surtout, je dirais, en entreprise. Bien avec Linux, on n'a pas ces histoires de licence à gérer et du coup, on est beaucoup plus libre de faire à peu près ce qu'on veut. Et la même machine peut, pourquoi pas, être utilisée par plusieurs utilisateurs en même temps, non seulement en étant en face de la machine, mais également en ouvrant des sessions à travers le réseau ou à travers Internet, pour peu qu'on ait autorisé les choses. Et bien pour pouvoir faire ce genre de choses, il faut quand même que le système soit sacrément organisé. Et Linux, par chance, est un système très organisé et très sécurisé. En effet, dans Linux, on peut définir que tel utilisateur a le droit de faire ceci ou cela sur tel ou tel fichier et pas un autre. Un autre utilisateur aura droit à d'autres fichiers, et peut-être pas les mêmes que le premier. On peut définir qui a le droit de lancer tel ou tel programme très facilement. Contrairement à Windows où c'est un peu compliqué parce qu'il faut rentrer dans des menus avec des opérations complexes et puis il faut toujours se soucier de ces histoires de licence, sous Linux c'est pas le cas. Eh bien c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. On va s'intéresser aux commandes qui permettent déjà de créer les utilisateurs, de les affecter éventuellement à des groupes, on verra ce que ça veut dire exactement, et de définir quels sont les droits sur tel ou tel fichier. Est-ce que tel ou tel utilisateur ou tel groupe a le droit de faire ceci ou de faire cela sur tel ou tel fichier? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va donc passer devant l'écran et je vous propose de nous y mettre tout de suite. Donc nous voilà à présent sur Ubuntu et pour pouvoir travailler avec la ligne de commande, évidemment, on va ouvrir le terminal. Donc on va se mettre en plein écran et on va faire un petit zoom pour que ce soit un peu plus lisible. Voilà, on va pouvoir commencer. Et juste avant de taper la première commande, et juste avant de s'intéresser vraiment aux commandes de gestion d'utilisateur, je voudrais apporter une toute petite précision pour vous dire simplement que sur les distributions Linux basées sur Debian, donc Debian évidemment, Ubuntu, Linux Mint, Zorin Linux et d'autres, il y a des commandes un peu particulières pour gérer les utilisateurs qui sont un petit peu plus automatisées, du moins un petit peu plus interactives que les commandes qu'on va voir aujourd'hui. Malheureusement, si je vous montre uniquement ces commandes-là, ça va pas être intéressant parce que si vous êtes sur une autre distribution comme Fedora ou CentOS ou Arch Linux par exemple, les commandes ne vont pas fonctionner puisque ces distributions-là, Arch Linux, CentOS, etc., ne sont pas basées sur Debian. Donc, pour que ce soit le plus générique possible, on va travailler avec les commandes de base qui malheureusement ne sont pas aussi automatisées. Elles vont demander un tout petit peu plus de paramétrage et d'options. Mais vous allez voir que finalement, une fois qu'on a compris le principe, c'est pas si compliqué que ça. Ce qu'il faut, c'est bien être conscient de ce qu'on est en train de faire, et bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Et c'est ce que je vous propose de voir tout de suite. Donc on va attaquer avec la première commande, qui va être tout simplement user add. Alors, user add, comme son nom l'indique, ça va ajouter un utilisateur. Donc on va créer un utilisateur. Pour pouvoir faire ça, il faut bien entendu des droits d'administration. Donc on va commencer par dire sudo, pour passer en mode root. On va faire exécuter à root la commande user add, et évidemment, puisqu'on veut ajouter un utilisateur, la moindre des choses, ce serait de lui donner le nom de l'utilisateur. Donc on va créer un premier utilisateur qu'on va appeler par exemple test1. Donc puisque je fais appel à sudo, je dois taper mon mot de passe, ok.
Visiblement, il n'y a pas de message d'erreur, donc c'est que, en principe, tout s'est bien passé. Donc là, on est content, on se dit qu'on a créé un nouvel utilisateur, et que l'affaire est dans le sac et que c'est terminé. Eh bien, pas vraiment. Malheureusement, on a oublié des choses. Et on va voir exactement ce qu'on a oublié. Donc pour pouvoir comprendre ce qu'on a oublié, on va s'intéresser à la façon dont Linux gère les utilisateurs. Et comme pour la plupart des choses, Linux utilise des fichiers pour faire sa gestion d'à peu près tout. Donc il n'y a pas de raison que pour les utilisateurs ce soit différent. Mais en l'occurrence, Linux va gérer les utilisateurs dans un dossier, enfin dans un fichier plus précisément, qui se trouve dans le dossier etc. Et ce fichier en question s'appelle passwd. Donc pour voir ce qu'il y a dans le dossier passwd, on va utiliser la commande less, qui va simplement nous permettre de l'afficher sans modifier quoi que ce soit. On va faire less passwd. Donc c'est l'abréviation de password. Ok, allons-y. Donc là on voit qu'il y a pas mal de choses. Alors on va simplement faire défiler tout ça pour voir un petit peu ce qui se passe en bas de la liste. Et en bas de la liste, on va voir qu'il y a une ligne qui s'appelle test1, qui commence par test1 en tout cas, et qui contient des informations. Très bien, donc ça voudrait dire que visiblement ce qu'on a fait, ça a fonctionné. Mais il y a des petites différences par rapport aux autres lignes. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe et on va essayer de détailler un petit peu la syntaxe de ces lignes-là, de ce fichier. En fait, ce fichier va contenir des champs qui vont être séparés par des symboles de points. Donc à chaque fois qu'on verra un 2 points, ça veut dire qu'on passe à un champ différent. Le premier champ, il est assez évident, c'est le nom d'utilisateur. Test1 en l'occurrence. Très bien, pas de problème. Le deuxième champ, en fait, va contenir le mot de passe. Alors, pour des raisons historiques, le mot de passe était stocké dans ce fichier-là il y a fort longtemps, mais c'est pas très sécurisé de faire comme ça, et du coup, aujourd'hui, il y a une autre méthode, et le mot de passe est stocké dans un autre fichier, qu'on va voir tout de suite après. Donc pour le moment, on va se contenter de se dire, voilà, à cet endroit, on fait référence au mot de passe. Et c'est juste pour que le fichier ait pu garder la même forme, qu'on continue de conserver ce champ, qui finalement aujourd'hui ne sert plus à rien. Très bien, donc le champ suivant, ça va être un nombre, et ce nombre va indiquer ce qu'on appelle le user ID, donc le numéro d'utilisateur. Ce numéro en fait qui est attribué est un numéro automatique, et sa valeur peut aller de 0 jusqu'à une valeur qui est donnée dans un fichier de configuration qu'on pourra peut-être voir un petit peu plus tard. Mais en tout cas, ce numéro-là, il va avoir une signification quand même au niveau du système. Pour des raisons historiques, tous les numéros qui étaient en dessous de 500 étaient réservés à des services. Donc tous les numéros ici de user ID que vous voyez, Pulse, LightDM par exemple, ou qu'est-ce qu'on a d'autre, Proxy, 13, voilà, on voit que ces numéros-là sont en dessous de 500 et ils sont réservés à des services administratifs du système. Donc on ne peut pas donner un numéro comme ça à un utilisateur concret. Et là, les utilisateurs qui ont été créés sur Ubuntu, notamment je prends l'utilisateur David, qui est mon compte principal en fait quand je travaille sur Ubuntu, eh bien cet utilisateur a un numéro qui est 1000. Eh bien tout simplement parce que dans les versions plus récentes de Linux, cette limite qui était à 500 est passée à 1000. En fait, les premiers comptes utilisateurs sont créés à partir de 1000. Ce 1000 va avoir une signification également au niveau de l'interface graphique de Ubuntu. Puisque quand on va se connecter, on peut avoir accès à différents comptes utilisateurs. Et tous les utilisateurs qui ont un user ID à partir de 1000 seront visibles dans la liste des utilisateurs qu'on peut utiliser pour se connecter. Donc on voit qu'on a effectivement David et on a effectivement test1. David vaut 1000, test1 vaut 1001, c'est normal. VBox Add par exemple qui vaut 999 n'apparaît pas dans ma liste qui se trouve en haut ici. Et quand j'ouvre évidemment Ubuntu, si j'ai pas fait une ouverture de session automatique, parmi les utilisateurs que je peux choisir, il n'y aura pas VBox Add, il n'y aura pas ColorD, il n'y aura pas RTKit, etc. Très bien, donc ça nous donne déjà une autre information. On va pour l'instant s'arrêter à ce champ-là et on va juste remonter dans la liste pour que je vous montre une information assez intéressante. La toute première ligne, le tout premier utilisateur, c'est root. Alors bien entendu, son mot de passe sera défini également dans le même fichier que tous les autres. Son user ID est 0. Et alors derrière, il y a un autre numéro, donc on va redescendre sur test1, on va continuer comme ça. Il y a un autre numéro, et ce numéro, c'est le groupe ID. C'est l'identifiant de groupe pour le groupe principal de cet utilisateur. En effet, un utilisateur sous Linux ne peut pas ne pas avoir de groupe. Il appartient forcément au minimum à un groupe. Et puisqu'on n'a pas défini, au moment de la création de ce compte utilisateur, on n'a pas défini à quel groupe il appartenait, eh bien le système
a automatiquement créé un groupe pour lui, et il a nommé ce groupe test1 également. Il donne le même nom que l'utilisateur, puisqu'on ne l'a pas défini. Et ce groupe a également un numéro, et ce numéro commence également à 1000, tout simplement, pour les utilisateurs. Alors il se trouve que le hasard fait que, comme on n'a pas trop joué avec les groupes et les utilisateurs, pour le moment, on est en phase. L'utilisateur 1001 aura le groupe 1001, si on en crée un nouveau, ça sera le 1002 qui aura très certainement le groupe 1002. Mais si entre-temps on s'amuse à créer des groupes qu'on n'a pas associés pour l'instant à des utilisateurs, l'utilisateur qu'on créera ensuite n'aura pas forcément les mêmes numéros entre le user ID et le groupe ID. Donc c'est pas obligatoirement le même chiffre. Hein. Voilà, c'est simplement pour expliquer ce qui se passe. Ensuite, on a un autre champ qui ici est vide. Et si on regarde sur David, le même champ n'est pas vide. Et bien ce champ, c'est un champ de commentaires. On peut mettre ce qu'on veut dedans. Alors la plupart du temps, on y met le nom de l'utilisateur. Enfin, pas son login, mais vraiment son nom. Par exemple, l'utilisateur test1, il s'appelle peut-être Jean-Claude, on va mettre Jean-Claude, par exemple. Très bien. Ensuite, on a un autre champ. Et ce champ suivant va nous indiquer quel est le dossier personnel de cet utilisateur. Le dossier personnel de cet utilisateur, de test1, ce sera donc /home/test1. Pour David, on voit que c'est /home/David. Très bien. Et ensuite, on a un autre champ qui, là, visiblement, est vide. Et ce champ-là, en fait, va contenir le shell initial, lorsque l'utilisateur se connecte, quel est le shell qu'il va utiliser. Et en l'occurrence, par défaut, ce serait bin bash, qui est le Bourne Again Shell. Sauf que là, pour notre utilisateur test1, comme on n'a rien précisé, il n'y en a pas. Donc on voit qu'on a déjà oublié au minimum cette information importante, le shell, parce que c'est quand même assez important, sinon l'utilisateur ne peut pas avoir de shell, enfin il va se connecter et puis on ne saura pas quoi lui dire, on ne saura pas quelle commande, quel type de shell va lui être proposé. Et accessoirement, ça peut être pas mal de lui mettre un petit commentaire. Donc voyons si on ne peut pas finalement modifier cet utilisateur et lui donner d'autres informations. Alors, est-ce qu'on aurait pu le faire à la création du compte utilisateur? Eh bien oui, il y a certainement des paramètres sur UserAdd, et comme on s'est lancé tête baissée à créer l'utilisateur sans regarder le manuel, évidemment on a fait des bêtises. Alors avant de voir comment modifier l'utilisateur, on va déjà voir finalement ce qu'on aurait dû faire pour avoir un utilisateur correct. Et on va pour ça consulter le manuel, donc on va faire man user add, et là on accède au manuel pour user add. Donc là on ne va pas forcément détailler toutes les options, mais au moins les quelques options qui peuvent nous servir dans un premier temps. Alors la première option qu'on va reconnaître ici, ça va être l'option "-c". "-c" c'est le commentaire. Et bien ça nous permet de définir un champ de commentaires pour indiquer par exemple le nom de l'utilisateur, pourquoi pas son numéro de téléphone si on a besoin de le contacter, une adresse mail, pourquoi pas. Enfin c'est un champ totalement libre, on y met ce qu'on veut. Donc ça déjà, ça va nous servir. Descendons encore un peu. On voit qu'on a des possibilités de travailler sur les groupes, alors on reviendra à ça dans un instant, quand on travaillera vraiment sur les groupes. On va continuer encore un peu, et là il y a une option qui finalement m'interpelle. Le "-m", c'est Create Home. Ça permet de créer le dossier personnel de l'utilisateur. Mais il me semblait avoir vu pourtant que on n'a pas mis de "-m, et que pourtant il y a bien /home/test1 dans le paramètre du dossier personnel. On y reviendra tout de suite, mais visiblement on a dû commettre une autre petite erreur, on a oublié quelque chose encore. Ok, alors continuons notre liste, on va descendre encore un peu, et là on a l'option "-s qui va nous permettre d'avoir accès à l'interpréteur, donc de savoir quel est le shell initial de l'utilisateur. Donc ça, il faut évidemment le renseigner. Très bien, on ne va pas forcément avoir plus d'options tout de suite, donc on va quitter pour l'instant. Et c'est vrai qu'on aurait dû faire ça directement à la création de l'utilisateur. Ce qui serait bien, ce serait de pouvoir le modifier. Et bien, pour modifier un utilisateur, on va utiliser une autre commande qui s'appelle usermod. Et usermod va fonctionner à peu près avec les mêmes options, alors pas toujours exactement les mêmes, mais sensiblement les mêmes options que UserAdd. Pour s'en assurer, on va aller voir le manuel pour usermod, et on voit effectivement qu'on a aussi le "-c qui correspond au commentaire. Descendons encore un peu, on a aussi des gestions de groupe, donc ça on en reparlera encore tout à l'heure. On a un "-m, mais qui visiblement n'a pas grand chose à voir avec le "-m de UserAdd. Donc pour l'instant on ne va pas s'en soucier. Continuons.
on a un "-s" qui nous permet de définir le nom du nouvel interpréteur de commande initial. Ça tombe bien parce qu'on ne l'a pas défini la première fois, donc on va pouvoir se servir de ça. Alors, quittons l'aide, le manuel de user-mode, et essayons d'utiliser user-mode pour rectifier le tir sur notre utilisateur qui s'appelle test1. Donc, on va appeler sudo user-mode. Qu'est-ce qu'on souhaite faire? Eh bien, on va ajouter par exemple un commentaire. On va mettre utilisateur de test numéro 1. Ensuite, on va lui définir son shell, donc "-s". Le shell, par défaut, ce sera /bin/bash. Alors, bash, sans me tromper, voilà. Pour que ça corresponde à ce qui est défini pour l'utilisateur David, par exemple, ou pour... visiblement, ça a l'air d'être la norme. Et évidemment, il ne faut pas oublier de donner le nom de l'utilisateur auquel ça doit s'appliquer. L'utilisateur, c'est test1. Donc, on valide. Il n'y a pas de message d'erreur, donc c'est qu'a priori, les choses se sont bien passées. Alors, reprenons notre less passwd et allons voir, tout en bas de la liste, si les choses ont changé. Effectivement, on a bien maintenant un utilisateur test1, comme tout à l'heure, avec toujours son mot de passe, son user ID, son groupe ID. Et cette fois-ci, on a un commentaire. Utilisateur de test numéro 1. On a l'indication de son dossier personnel, /home/test1. Et on a son shell par défaut qui est /bin/bash. Alors, reprenons cette information, /home/test1. Dans UserAdd, j'ai vu qu'il y avait une option -m qui permet de créer le dossier par défaut de l'utilisateur, le dossier personnel de l'utilisateur. Mais il me semblait qu'il était créé, puisque je le vois ici. Eh bien, allons voir quand même dans le dossier Home si le dossier test1 existe bien. Alors on va quitter less, on va aller faire un cd/home, faisons un ls pour voir, et là, surprise, il n'y a que le dossier David, je n'ai pas de dossier test1. C'est problématique parce que finalement, sans le dossier personnel, c'est un peu dommage, on ne peut pas faire grand chose. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité de le créer après coup? Visiblement, avec user-mode, c'est pas très simple à faire. Eh bien, il y a une autre commande qui va nous aider dans ce cas-là. Et cette commande, ça va être mkhome. Alors, mkhomedir underscore helper. Voilà. mkhomedir underscore helper. Donc, de la même façon, on va faire appel avec sudo pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Et on va le faire pour quel utilisateur? On va le faire pour test1. Il n'y a pas eu de problème, visiblement. Faisons un ls maintenant. Et maintenant, j'ai bien un dossier test1. OK. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que je peux avoir mon dossier test1 qui est créé après coup. OK. Bon, très bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer un nouvel utilisateur, mais en faisant les choses correctement cette fois-ci. Donc on va recommencer une autre commande sudo user-add. Alors cette fois-ci, on ne va pas oublier de mettre un commentaire. Utilisateur de test numéro 2. On va lui indiquer son shell, qui sera /bin/bash. Et on va mettre l'option -m qui va, en principe, permettre de créer le dossier personnel de l'utilisateur sans qu'on ait besoin de repasser par mkhomedir, etc., etc. Très bien. Et maintenant, on va donner un nom à cet utilisateur. On va l'appeler test2. Pas de problème, visiblement. Vérifions dans etc le fameux fichier passwd. Voyons si j'ai bien mon test2. J'ai bien mon utilisateur qui s'appelle test2, qui a également une référence à un mot de passe, visiblement, qui a un user ID de 1002, et qui a un groupe ID de 1002 également. Utilisateur de test numéro 2, ça c'est le commentaire. On a un dossier home/test2, et on fait référence à binbash. OK. Puisque j'ai mis le -m, voyons si dans le dossier home, j'ai bien mon test2 qui est créé. Et oui, il est créé. C'est parfait, c'est génial. Et essayons d'entrer dans le dossier test2. Alors, test2 sans espace. Hein. Faisons un petit ls-a, -al pour voir tout ce qu'il y a dedans. Mais il y a déjà des choses dedans. C'est intéressant, en fait, il met déjà des fichiers dans le dossier personnel. Est-ce que ça l'a fait également pour test1? Allons voir. C'est des test1. Oui, ça l'a fait également pour test1.
d'où sortent ces fichiers? Où est-ce qu'ils ont été piochés? Où est-ce qu'on a été prendre ces fichiers-là? Eh bien, en réalité, ces fichiers ne sont pas venus là par hasard. Si on va dans le dossier ETC, on va trouver un dossier qui s'appelle Scale. Scale comme skeleton, où en fait ça correspond au squelette. C'est une sorte de squelette de dossier personnel. Et si on regarde ce qu'il y a dans ce dossier, eh bien il y a exactement les mêmes fichiers. Sauf qu'ils sont tous attribués à root et non pas à l'utilisateur auquel on fait référence. Donc test 1 ici ou test 2. On redétaillera bien entendu tout ça pour que ce soit bien clair et qu'il n'y ait pas de souci, on verra ça quand on parlera des droits sur les fichiers. Mais déjà, on a une indication ici de ce qui se passe. Ok? Alors, faisons juste un petit essai. Alors, le dossier Scale, visiblement, il contient des modèles. Alors, si je fais, par exemple, mkdir, on va créer un dossier test. Alors, on ne peut pas le créer, évidemment, il faut faire sudo mkdir test ls. Donc, j'ai bien un dossier test, c'est parfait. Donc, les autres fichiers sont cachés, hein, puisqu'ils commencent par des points. Et essayons maintenant de créer un nouvel utilisateur. Alors, sudo, user add. Donc, -c, on va mettre test 3, hein, on ne va pas s'embêter à tout écrire comme ça. On va lui définir son script shell qui va être bin/bash. On va lui demander de créer le dossier personnel et on va l'appeler test 3. Ok. Allons dans le dossier home. Il y a bien un dossier test 3 qui s'est créé. Entrons dans le dossier test 3 et voyons ce qu'il y a dedans. Eh bien, j'ai bien mon dossier test. Ce qui veut dire que tout ce qui se trouvera dans le dossier Scale sera automatiquement dupliqué à chaque fois qu'on crée un nouvel utilisateur. C'est plutôt intéressant, mais ce serait pratique de pouvoir avoir des modèles de dossiers finalement en fonction du type d'utilisateur que je veux créer. Mais déjà, il faudrait commencer par les grouper ces utilisateurs. Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec les histoires de groupes. Alors, on n'en est pas encore au groupe, il y a une dernière petite chose qu'on va devoir regarder. C'est tout simplement, je vous ai dit que les mots de passe étaient stockés dans un autre fichier. Pour l'instant, on n'a défini aucun mot de passe pour aucun des utilisateurs qu'on a créés. Alors, on va voir comment ça se présente quand même. Donc, on va aller dans le dossier ETC, c'est là que se trouvent les choses, et on va essayer la même technique, on va utiliser less, et cette fois-ci, on va aller chercher un fichier qui s'appelle shadow. Et là, alors, shadow sans less, évidemment, et là on me dit permission non accordée. En fait, le dossier shadow est beaucoup plus sensible puisqu'il contient les mots de passe. Donc, n'importe qui ne peut pas l'utiliser. Il faut être root. Alors, sudo less shadow. Et là, effectivement, ça fonctionne. Et on voit qu'on a des indications également. On voit la première ligne, évidemment, root, et on voit des choses intéressantes. Alors, on va descendre et on va détailler tout ça. Je vais me mettre tout en bas. Et je vois donc mes utilisateurs test 1, et également, je vois que j'ai des séparateurs avec des 2 points. Alors, voyons un petit peu à quoi correspondent tous ces champs, et essayons de détailler un petit peu tout ça. Le premier champ, évidemment, ça va être le nom d'utilisateur. Le deuxième champ, sera le mot de passe. Alors, ce champ mot de passe peut contenir plusieurs choses. Il peut contenir soit un point d'exclamation qui dit que le mot de passe n'est pas initialisé, il n'a jamais été créé, donc le compte n'est pas encore actif. Il peut contenir le symbole étoile qui dit que finalement il n'y aura jamais de mot de passe et le compte n'est pas du tout autorisé à se connecter, on n'a pas le droit de se connecter en tant que cet utilisateur, c'est pas possible. Ou alors il contient un code un petit peu long, et ce code-là, c'est le mot de passe dans sa forme cryptée. Alors, ça donne quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc le cryptage, finalement, ça va nous permettre de ne pas avoir les mots de passe en clair, ce qui est quand même une bonne chose. Ok, très bien. Alors, juste pour information, on va remonter tout en haut de la liste. Si vous regardez pour l'utilisateur root, eh bien, il se trouve que l'utilisateur root n'a pas de mot de passe. Mais ce mot de passe n'est pas simplement vide, il est juste pas activé. C'est-à-dire que le compte root n'est pas actif, et bien entendu sur Linux, et sur Ubuntu en particulier, on n'a pas le droit d'être root.
Sur Linux en général, on peut être root si on le souhaite. Il faut mettre un mot de passe pour root et on peut se connecter en tant que root. Mais bien, dans Ubuntu, c'est beaucoup plus difficile parce que on ne nous laisse pas vraiment le faire et par défaut, il n'y a pas du tout la possibilité de se connecter en tant que root. Il faudrait simplement donner un mot de passe à root et là, on pourrait effectivement l'activer. Ok, très bien. Continuons un peu notre descriptif. Le champ suivant va contenir un nombre et ce nombre-là, c'est un petit peu bizarre, mais c'est le nombre de jours qui sont écoulés entre le 1er janvier 70 et le dernier changement de mot de passe. En fait, vu qu'on a tout créé aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on ait des dates différentes. Il s'est écoulé 16 310 jours, visiblement, depuis le 1er janvier 2010. Et comme on n'a pas changé de mot de passe, évidemment, on est toujours à la même valeur. Le champ suivant, c'est le nombre de jours avant de devoir changer de mot de passe. Quand c'est à 0, évidemment, on n'a pas besoin de changer de mot de passe du tout, finalement. Il n'y a aucune obligation de le faire. S'il y avait un nombre de jours qui soit, par exemple, 10, on ne pourrait pas changer de mot de passe dans les 10 jours qui viennent. On serait obligé d'attendre au moins 10 jours avant de pouvoir changer de mot de passe. Très bien. Ensuite, on a un autre nombre. C'est le nombre de jours restants avant d'être vraiment obligé de le faire. C'est-à-dire que pendant ce nombre de jours-là, ici, on ne peut pas le faire, et on sera obligé de le faire dans 89 999 jours. Donc, ce qui veut dire en fait jamais. 99 999, ça veut juste dire qu'on n'a jamais d'obligation de changer le mot de passe. Si vous voulez obliger les utilisateurs à changer de mot de passe tous les 30 jours, vous mettez 30 ici, tout simplement. Bon, c'est rare de devoir le faire, en général on ne s'amuse pas à ça, mais pourquoi pas, ça peut arriver. Alors, ensuite on a un nombre ici qui va nous indiquer le nombre de jours précédant l'expiration, et ça va être l'alerte en fait qui va être donnée à l'utilisateur. Donc là, en l'occurrence, on a 7, alors pour que ce soit clair, 7 jours avant l'expiration de son mot de passe, l'utilisateur aura une alerte lui indiquant qu'il va falloir que dans les 7 jours, il change son mot de passe. Voilà. Donc si on veut le prévenir 15 jours avant on met 15 ici. Donc par défaut, c'est 7, ce qui est, à mon avis, amplement suffisant, surtout si on ne s'amuse pas à changer de mot de passe tous les 4 matins. Le champ suivant, ça va être le nombre de jours durant lesquels le compte va continuer d'exister après l'expiration du mot de passe avant d'être désactivé. Donc admettons qu'il fallait changer le mot de passe aujourd'hui et qu'on mette une valeur ici qui soit 10, et bien il reste encore 10 jours avant de désactiver complètement le compte. Il reste encore 10 jours pour finalement faire encore ce changement de mot de passe et pouvoir encore utiliser ce compte. Le champ suivant, qui encore une fois est vide, va correspondre au nombre de jours depuis la désactivation du compte. Et en dernier lieu, il y a un champ qui n'est pas utilisé, qui est un champ qui sert pour un usage futur probablement. Voilà, ça donne quand même l'indication de tous les champs. Et on voit que pour les 3 utilisateurs qu'on a créés, test 1, test 2, test 3, on n'a pas défini de mot de passe. Donc, on va pouvoir définir un mot de passe pour ces utilisateurs. Et pour ce faire, on va utiliser une autre commande. Et cette autre commande, ça va être la commande tout simplement passwd. Alors, on va aller faire un man sur passwd. Comment ça marche tout simplement? Passwd, on va lui mettre des options et on va dire à quel compte utilisateur on souhaite attribuer ou changer le mot de passe. Donc, les options, on pourrait avoir différentes choses, donc all, delete, etc. Si on met rien, c'est un simple changement de mot de passe. Donc là, on va le laisser comme ça. Et on va faire ça. Donc on va faire sudo passwd. Et on va changer, par exemple, pour test 1, son mot de passe. Donc on va dire que pour test 1, on souhaite changer de mot de passe. Quel est le nouveau mot de passe pour test 1? Et on va mettre, par exemple, test 1. Voilà. C'est pas très conseillé de le faire, mais là, c'est pour l'exemple, encore une fois. Je vais l'appeler test 1. Le mot de passe a été mis à jour avec succès. Éditons à nouveau notre fichier shadow. Et là, si on regarde, effectivement, pour test 1, on a un mot de passe. Et on voit bien qu'il y a une version cryptée qui est beaucoup plus longue que test 1. Donc, mais au moins avec ça, on est sûr qu'on ne retrouve pas le mot de passe initial. Très bien. Donc ça veut dire que maintenant, test 1
est autorisé à se connecter. Il existe, il a un dossier personnel, et on va tout de suite faire un petit essai. On va désactiver le plein écran ici. On va ouvrir un deuxième terminal, et on va essayer de se connecter en tant que test 1. Alors, pour se connecter en tant que test 1, on va ruser un petit peu. Je vais voir si je peux agrandir un tout petit peu ça. Voilà. On va utiliser une commande qu'on connaît bien, qui s'appelle sudo. Et bizarrement, là, vous devez être en train de vous dire, bah oui, mais sudo, je pensais que c'était pour être root. Eh bien, en fait, sudo n'est pas seulement pour être root. Il y a eu une petite imprécision dans ce que je vous ai dit, et c'était une imprécision volontaire que j'ai faite dans la première vidéo, dans le tout premier volume de cette série, où j'ai dit que sudo voulait dire super user do. Eh bien, ce n'est pas vrai. C'est pas vraiment ce que ça veut dire. En réalité, sudo, ça veut dire substitute user do. Et en gros, ça veut dire tout simplement que on peut demander à un autre utilisateur d'accomplir une tâche. Un utilisateur de substitution, tout simplement. Il se trouve que si on ne dit rien, l'utilisateur de substitution, c'est root. Mais on peut définir un autre utilisateur pour notre action. On peut utiliser des paramètres également. Donc on peut avoir -i, -u, test 1. Et là, en fait, en faisant sudo-i-u et le nom d'utilisateur qu'on souhaite, on est maintenant connecté en tant que test 1. C'est impeccable, c'est-à-dire qu'on est donc test 1. Et on se trouve dans le dossier personnel, puisqu'on est dans le dossier tilde. Voyons un petit peu où on est, pwd. Eh bien, on est bien dans home test 1. Si je demande à voir ce qu'il y a dans test 1, je vois que j'ai des choses. Voilà. J'ai donc mes fichiers, profil, etc., etc. Et a priori, ça fonctionne. Alors, si je veux plus être test 1, je fais exit, je me déconnecte du compte test 1. Voyons si je peux me connecter en tant que test 2. J'ai pas défini le mot de passe, donc ça risque d'être plus compliqué, mais on va voir tout de suite que c'est important de définir ce mot de passe. Sudo -i -u, alors, pas d'espace, hein, évidemment. Test 2. Ben là, ça fonctionne. J'ai pas besoin de définir de mot de passe pour ça. C'est intéressant. C'est même un petit peu dangereux d'une certaine manière. Mais quelque part, ça veut dire aussi que c'est important de mettre des mots de passe. Donc si on ne met pas de mot de passe, ça peut être dangereux. Et ça revient exactement au même problème qu'on a, c'est-à-dire que au même, c'est un problème sans en être un. C'est-à-dire que c'est grâce à ce type de fonctionnalité qu'on peut se connecter en tant que root quand on fait sudo. Alors, si j'ai pu le faire pour test 2, je dois pouvoir le faire pour root, évidemment, puisque d'habitude quand je fais sudo, ça marche. Mais là, on va le dire explicitement. Donc, explicitement, on va aller faire sudo -i -u, root. Et bien, ça fonctionne. Je peux me connecter en tant que root dans un terminal, même s'il n'y a pas de mot de passe, et normalement, le mot de passe, enfin, le compte utilisateur ne devrait pas être actif. Je ne peux pas initier une session en tant que root, ni en tant que test 2, puisqu'il n'y a pas de mot de passe. En revanche, une fois que j'ai déjà un utilisateur qui est en fonction, je peux me connecter sur un utilisateur qui n'a pas de mot de passe. C'est intéressant à savoir. Si je voulais vraiment désactiver un utilisateur, il faudrait que je mette étoile à la place du point d'exclamation dans le fichier passwd. Très bien. Pas dans le fichier passwd, pardon, dans le fichier shadow. Ok, très bien. Alors, quittons. Maintenant, je veux retourner finalement me connecter en tant que test 1, puisque là j'ai mis un mot de passe, d'accord? Donc là il ne me le redemande pas parce que j'ai déjà donné le mot de passe précédemment. Je me connecte en tant que test 1, c'est très bien. Et maintenant, voyons si je peux faire un sudo, en étant test 1, sudo ls par exemple. Alors, il faut que je mette le mot de passe pour test 1, donc je vais mettre le mot de passe qui est test 1. Et là on me dit, test 1 n'est pas dans les sudoers. Il n'est pas dans le fichier des sudoers. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, tout simplement, test 1 ne fait pas partie d'un groupe qui s'appelle sudo. Alors,
il n'est pas autorisé à utiliser la commande sudo. C'est un utilisateur simple, ce n'est pas un administrateur, contrairement à David qui est un administrateur, ou Root qui évidemment est le super administrateur. Donc il va falloir faire quelque chose pour que ça puisse fonctionner. Alors je vais quitter cette session-là. À la limite, je ne suis même pas obligé, je vais le reprendre, je vais le garder dans un coin, je vais juste le réduire, tout bêtement. Et là, on va commencer à s'intéresser un tout petit peu aux groupes. Alors, les groupes, comment c'est géré? Eh bien, tout simplement, de la même façon que les mots de passe et les noms d'utilisateurs sont gérés dans des fichiers, les groupes sont également gérés dans des fichiers. Le fichier principal qui gère les groupes se trouve également dans etc. Et ce fichier s'appelle groupe. Eh bien, là, on voit effectivement que on a un groupe root sur lequel il n'y a personne, à part évidemment qu'il a le groupe ID 0. Et puisque root a son groupe ID également à 0, ça veut dire que son groupe principal est le groupe root. Très bien. Donc si je descends encore un peu, je vais descendre tout en bas de la liste, j'ai bien mes utilisateurs classiques. Donc j'ai mon David qui est là, qui a le groupe 1000. Et effectivement, dans le fichier des utilisateurs, j'ai bien vu que David appartenait au groupe principal 1000. Donc son groupe principal, c'est 1000. Ok. Je vois également que test 1 est sur 1001, test 2 est sur 1002 et test 3 est sur 1003. Mais après, je vois qu'il y a des informations, donc je vois qu'il y a des 2 points, et je vois que je peux avoir des informations après les derniers 2 points. Par exemple, dans le groupe Sambacher, j'ai David. C'est intéressant. Alors, remontons un petit peu dans la liste et voyons ce qu'il y a d'autre comme groupe. Alors, encore un peu, hop, 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 hop. Ah voilà, j'ai un groupe intéressant, j'ai le groupe sudo. Et dans le groupe sudo, j'ai David qui est collé derrière. En fait, David a comme groupe principal le groupe 1000, qui est le groupe David, tout en bas de la liste, on l'a vu ici, il est là. Mais comme groupe secondaire, il appartient également à d'autres groupes comme sudo par exemple. Donc ça voudrait dire que si je voulais avoir accès en tant que test 1 à la commande sudo, il faudrait que je fasse partie du groupe sudo. Donc on pourrait le faire en éditant le fichier groupe directement, en mettant virgule test 1, comme visiblement c'est le cas un petit peu plus bas. Si je regarde, j'ai vu tout à l'heure, alors c'est pas plus bas, c'est plus haut peut-être. J'ai vu, voilà, ici il y a le groupe ADM, donc admin, qui a un utilisateur syslog et un utilisateur David. Donc ça veut dire qu'en mettant des virgules, on peut ajouter des groupes comme ça, on peut ajouter des utilisateurs à un groupe. Mais évidemment, c'est un peu risqué de le faire à la main comme ça, on va plutôt passer par des commandes. Et pour ajouter un utilisateur à un groupe, en fait, pour mettre un utilisateur sur un groupe, alors qui ne soit pas son groupe principal, mais pour lui ajouter un groupe secondaire, on va aussi utiliser la commande useradd toujours. Donc on va rester sur la commande useradd. On va aller voir le manuel. Alors c'est useradd. Et on va voir quelle est la syntaxe exacte. Alors ici on nous parle de l'option, je vais remettre en grand, l'option "-g" minuscule qui nous permet de définir le groupe principal en fait de l'utilisateur. C'est pas celui-là qui nous intéresse. Et là on nous met un "-g". "-g" majuscule. Ça donne la liste des groupes supplémentaires auxquels appartient également l'utilisateur. D'accord? Ça, on peut le faire à la création. Mais puisqu'on l'a à la création avec useradd, est-ce qu'on ne l'aurait pas avec usermod? On va aller voir. Je descends. Et effectivement, on l'a aussi avec usermod. Donc, on peut ajouter des groupes supplémentaires à un utilisateur. Alors, pour ne pas casser les éventuels groupes auxquels il appartiendrait déjà, on a le "-a" qui sert à ajouter l'utilisateur au groupe supplémentaire, et on utilise cette option de "-a uniquement avec l'option "-g", c'est-à-dire qu'on conserve les groupes auxquels appartient déjà l'utilisateur, et on lui ajoute de nouveaux groupes. Donc par précaution, même si pour le moment en tout cas test 1 n'appartient à aucun autre groupe, on va essayer ça. Donc si je veux être sûr que test 1 puisse utiliser la commande sudo, on va faire déjà un sudo usermod, -a
G majuscule, j'aurais pu mettre -A, -G, évidemment, hein, mais -AG, le nom du groupe, donc ça va être sudo, et le nom d'utilisateur auquel je veux appliquer cette modification, ça sera test1. Ok, ça a l'air de fonctionner. Alors, revenons comme ça à cette fenêtre ici, et on va reprendre ma fenêtre de test1. Donc je suis connecté en tant que test1. Voyons si je peux maintenant faire un sudo ls. Donc je retape le mot de passe pour test1. Alors, il faut que je me déconnecte. Je me reconnecte en tant que test1. Je refais un sudo ls. Et là, ça marche. Voilà, il fallait se déconnecter et se reconnecter, mais ça fonctionne. Donc maintenant, test1 appartient aussi au groupe sudo. Comment je peux m'en assurer? Bien, tout simplement en allant voir, donc en faisant un less group, pour aller voir ce qu'il y a dans le fichier des groupes, et en descendant jusqu'à la ligne sudo, et je vois que j'ai David et test1 dans cette ligne. Donc test1 fait bien partie des personnes autorisées à utiliser la commande sudo. Donc voilà comment on ajoute des groupes à un utilisateur. Très bien. Bon, là, on a travaillé avec les choses classiques, les choses qui se faisaient toutes seules. Mais dans la vraie vie, on a besoin de créer nous-mêmes des groupes. On a besoin de définir nous-mêmes ce qu'on veut faire. Et c'est plus facile de gérer les choses nous-mêmes. Donc, pour créer tout ça, alors je vais pouvoir refermer ce terminal qui finalement annulé. On va faire exit d'abord. Et on va faire exit. Voilà. Je remets en grand. Donc on va refaire un petit peu de ménage sur l'écran. Voilà, pour repartir sur une base scène. Donc là, on a ajouté des utilisateurs, on a créé des utilisateurs, très bien. Maintenant, l'idée, ça va être de pouvoir créer des groupes également. C'est-à-dire que peut-être que je suis en train de gérer une entreprise, que dans mon entreprise, bah, je vais avoir des commerciaux, je vais avoir des techniciens, je vais avoir des comptables, et je voudrais les séparer en groupes. Et que les comptables puissent travailler sur des choses de comptables, que les techniciens puissent travailler sur des choses de techniciens, et que les commerciaux travaillent sur des choses de commerciaux, sans que ces différentes personnes puissent se mélanger les pinceaux et accéder aux choses des autres. Eh bien, il va falloir que je commence par créer des groupes. Alors, de la même façon qu'on avait user add, eh bien, on va avoir une commande qui va s'appeler group add. Donc on va avoir group add. Et group add va nous permettre de créer des groupes. Ok, très bien. Alors, allons-y. Donc, sudo group add. Et on va ajouter un groupe qui s'appelle, par exemple, commerciaux. On va ajouter un nouveau groupe qui va s'appeler technicien. Et on va ajouter un groupe qui va s'appeler comptable. Ok. Retournons voir dans la liste des groupes existants. J'ai bien maintenant un groupe qui s'appelle commerciaux, qui porte le numéro du groupe ID 1004, un groupe technicien qui porte l'ID 1005, et un groupe comptable qui porte l'ID 1006. Ok. Maintenant, supposons que je veuille créer un nouvel utilisateur. Par exemple, j'ai un commercial qui va s'appeler, par exemple, Paul. Je vais lui créer un compte utilisateur. Donc, je vais faire un sudo. Alors, on va juste aller refaire un petit man de user add pour être sûr de ne pas se tromper. Alors, si j'utilise le -G minuscule, c'est le nom du groupe ou son identifiant. Donc, je vais pouvoir affecter un groupe directement au groupe principal de cet utilisateur. Très bien. Allons-y. On va même pousser un tout petit peu les choses plus loin. C'est-à-dire que on va aller modifier un tout petit peu. On a un dossier qui s'appelle scale, je vous ai montré tout à l'heure, qui contient les dossiers par défaut. Supposons que je fasse... on va faire un sudo cp-r, donc on va recopier le dossier scale. On va le mettre en entier comme ça. Scale. Pardon, scale. On va le recopier en 3 dossiers. On va le recopier dans etc
scale com pour les commerciaux. On va le recopier en etc scale-compte pour les comptables. Et on va le recopier en etc scale-tech pour les techniciens. Allons-y. Alors peut-être qu'il faut... On va pas mettre des tirets comme ça. On va... Si je mets des tirets comme ça, il faut aussi que je mette des... je suppose. On va essayer ça. Ça ne fonctionne pas. Bon bah tant pis, on va le faire. On va les faire un par un. Ça sera plus sûr. Donc on va créer scale.com. Allons-y. On va créer scale compte. On va créer scale tech. Voilà. Donc les trois sont créés. Donc si je fais un ls ls-l, on va faire un grep pour chercher tout ce qui contient scale. Donc on a bien scale com, scale compte et scale tech. Très bien. Maintenant pour les commerciaux, alors on va changer ici, on va aller dans scale com. On va créer un nouveau fichier. Alors je vous montre une petite commande sympa qui s'appelle touch. Donc on va faire un sudo. Touch, c'est une commande toute bête qui en fait va simplement toucher le fichier, c'est-à-dire changer sa date de modification. Si le fichier existe, c'est uniquement la date de modification qui change. S'il n'existe pas, le fichier est créé tout simplement, il sera simplement vide, il n'y aura rien dedans, il fera 0 octet, mais ça permet quand même d'avoir un fichier à cet endroit-là. On va, dans le dossier des commerciaux, créer un fichier qui s'appelle vous êtes un commercial. Voilà. On va faire un petit alors, ls, pardon. On a bien un dossier qui s'appelle vous êtes un commercial. Donc, un fichier, pardon, qui s'appelle vous êtes un commercial. Je vais remonter d'un cran. On va entrer dans le dossier scale-compte. On va faire la même chose. Un touch. Vous êtes un comptable. Ok. C'est des points. C'est des scale-tech. Et on va lui mettre un fichier qui s'appelle vous êtes un technicien. Ok. Parfait. Donc ces fichiers sont créés. Là, on va revenir au point de départ. Et on va maintenant créer des nouveaux utilisateurs. Et ce qui serait bien, ce serait de pouvoir leur créer un dossier personnel qui soit vraiment personnalisé pour le coup. En sachant à chaque fois qui ils sont. Et on va même pousser le vice un petit peu plus loin, c'est qu'on va aller dans le dossier Home. Alors là, on va vraiment faire les choses en grand. Donc dans le dossier Home, on a aujourd'hui David, test 1, test 2, test 3. Et si on crée, par exemple, alors sans espace c'est mieux, on va créer un dossier qui va s'appeler commerciaux. Alors, il faut faire sudo, décidément. On va créer un autre dossier qui va s'appeler comptable. Et on va créer un autre dossier qui va s'appeler technicien. Voilà. Et l'idée, ça va être de créer un ou plusieurs utilisateurs qui seront des commerciaux, un ou plusieurs utilisateurs qui seront des comptables, et un ou plusieurs utilisateurs qui seront des techniciens. Donc, voyons un petit peu la syntaxe. On va reprendre encore une dernière fois le manuel pour user add, et on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc, on voit que le "-b" nous donne le répertoire de base. Descendons encore un peu plus bas, et on voit que "-k" nous permet de définir le répertoire où se trouve le squelette. À condition, bien sûr, qu'on lui dise de créer le dossier en faisant "-m". Alors maintenant, on va y aller, on va faire les choses en grand, et on va commencer par créer
les utilisateurs, donc là on a créé des groupes déjà, qui étaient donc commerciaux, comptables et techniciens. On va le revérifier une dernière fois, parce que j'ai fait pas mal de choses. Pour être sûr de ne pas faire de bêtises, je préfère reprendre. Je sais plus où c'était. Bon, c'est pas grave, on va le refaire à la main. On va faire un sudo less etc groupe. Ok, donc groupe. On a commerciaux, techniciens et comptables en minuscule. Ok, donc on va créer un premier utilisateur qui va s'appeler Paul, qui va être un commercial, et qui donc aura comme squelette le squelette com. Alors allons-y, sudo, donc user add, donc -c, on va l'appeler Paul Dupont. Voilà. On va lui dire que son shell c'est le /bin/bash. On va lui demander de créer le dossier personnel, mais on va préciser des petites choses quand même. On va lui dire que son groupe ID, ça va être... Alors c'est pas son groupe ID, mais ça va être le groupe auquel il appartient, ça va être commerciaux. Et que le squelette, on voudrait que ce soit celui qui se trouve dans etc scale-com. Voilà, scale-com. Ok. C'est pas encore terminé, puisque il faut lui dire que le dossier, le répertoire de base dans lequel on veut que ça se crée, ce sera home/commerciaux. Voilà. Et le nom d'utilisateur qu'on veut lui donner, ce sera Paul, tout simplement. Donc l'utilisateur s'appellera Paul. Il aura comme descriptif Paul Dupont. Son script, ce sera du bin-bash. On va créer son dossier personnel, en le mettant également dans le groupe des commerciaux. Le modèle, le squelette en fait pour son dossier personnel sera pris à partir de Scale.com. Le répertoire dans lequel on souhaite créer son dossier personnel sera comme point de départ /home/commerciaux, et évidemment on y ajoutera son nom derrière. Et le nom d'utilisateur sera Paul. Alors allons-y. On le crée. Donc on va simplement s'assurer, on va faire un sudo less /etc/passwd. On a bien l'utilisateur Paul. Et alors là, il y a une petite boulette parce que j'ai mis un slash en trop. Donc là, c'est ma faute. Alors, on va essayer d'aller voir ce que ça donne quand même. Est-ce que ça a fonctionné? C'est des commerciaux. ls. On a quand même un dossier qui s'appelle Paul, qui a été créé. C'était Paul. Voyons ce qu'il y a dans le dossier Paul. On a bien le fichier, vous êtes un commercial. Donc, a priori, ça s'est bien passé. On a bien créé l'utilisateur Paul Dupont. On a bien défini son script, bon ça ok. On a créé son dossier personnel, on l'a pris depuis le squelette des commerciaux. Et voyons un petit peu, si je reviens en arrière, ls-l, ça va nous permettre déjà de faire une première introduction aux droits d'utilisateur. Le dossier personnel de Paul a bien comme propriétaire Paul et comme groupe propriétaire commerciaux. Et oui, puisque tout simplement, Paul a comme groupe principal commerciaux. On va le revérifier encore une fois dans le fichier passwd. Donc Paul ici a pris comme user ID le 1004. Et il se trouve que le 1004 dans les groupes, voilà, le 1004 dans les groupes, ça correspond bien à commerciaux. Ok, on a bien créé cet utilisateur-là. Donc on pourrait faire la même chose maintenant pour d'autres utilisateurs. Donc si je reviens sur ma grande commande ici, on va juste changer Pierre. On va créer un utilisateur qui va s'appeler Pierre. On va le mettre dans par exemple comptable.
comptable, je crois que c'est ça. Je ne sais plus si j'ai mis un S. Voilà, j'ai mis un S. On enlève le slash à la fin, parce que c'était l'erreur de tout à l'heure, donc c'est pas trop gênant. Le squelette va être pris en compte, ETC compte. Il appartient au groupe comptable, et il s'appelle donc, alors son nom c'est pas Paul Dupont, c'est Pierre Durand. Ok, allons-y. Alors c'est des points, on remonte d'un cran, on va aller dans le dossier comptable. Voyons, on a bien un dossier Pierre. Si on fait un sudo less pass wd, alors évidemment si je suis pas au bon endroit, slash etc slash pass wd, on va y arriver. Si je mets pas les espaces au bon endroit, ça fonctionne pas bien, pardon. Donc on a bien un utilisateur qui s'appelle Pierre, qui a comme user ID 1005 et comme groupe ID 1006. Parce qu'il se trouve que dans le fichier groupe, on a bien 1006 pour les comptables. Donc ça a marché. Et on va faire une dernière vérification. Donc je refais un ls, je vais dans le dossier Pierre, ls à nouveau, et j'ai bien l'indication vous êtes un comptable. Donc on voit que ça fonctionne et qu'on peut personnaliser comme ça des groupes. On peut personnaliser les utilisateurs, on peut créer des utilisateurs en leur donnant tout un tas d'indications pour les créer vraiment de la façon dont on souhaite. C'est quand même très puissant. Ça demande un petit peu de retenir ces quelques commandes, bien sûr, les quelques options. Hein, c'est évident que ça demande un petit peu de temps pour les retenir, mais une fois qu'on a compris le principe, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Et là, du coup, on va finir un tout petit peu ce détail en regardant, en commençant à s'intéresser aux droits d'utilisateur. Donc, simplement, les droits d'utilisateur, les droits sur les fichiers, ça va nous permettre de gérer justement ces utilisateurs et la façon dont ils accèdent aux fichiers. Et on va voir tout de suite que les fichiers qui se trouvent dans le dossier comptable, si je refais un ls-l, ont des indications particulières. Ils ont bien un propriétaire, un groupe propriétaire, et on a des indications ici pour nous dire que déjà, là, c'est un dossier. Ensuite, on a des groupes par paquet de 3, en fait, qui nous donnent les droits pour chaque type d'utilisateur. Le premier paquet, c'est pour le propriétaire du fichier ou du dossier en question. Est-ce qu'il a le droit de lire, d'écrire ou d'exécuter le dossier? Visiblement, le propriétaire de ce dossier-là a le droit de tout faire. Donc Pierre, qui est le propriétaire, a le droit de tout faire. Les personnes qui sont dans son groupe ont le droit de lire, pas d'écrire, mais éventuellement d'exécuter ce dossier. Ok. Donc toutes les personnes qui seront dans le groupe comptable auront le droit de faire ce genre de choses, lire ou exécuter, mais pas de modifier. Et ça, c'est le reste du monde. N'importe qui d'autre, qui ne soit pas du tout dans ce groupe-là, aura le droit de lire ce dossier-là, pas de le modifier, mais aura le droit de l'exécuter. Donc pour vérifier que ça fonctionne, on va finir de créer Paul et Pierre, on va juste leur donner des mots de passe, on n'est même pas obligé d'ailleurs. Bon, idéalement, pour bien faire, il faudrait leur donner des mots de passe, bon là on va pas le faire parce qu'on va aller un tout petit peu plus vite, on va accélérer pour que les choses soient plus claires. On va zoomer un petit peu. Donc là, je vais aller faire... Donc une autre façon de changer d'utilisateur, c'est aussi de faire SU, un espace, et le nom d'utilisateur. Donc si je mets par exemple Paul, eh bien je tape le mot de passe de Paul, qui n'en a pas, et là, ça ne fonctionne pas parce que, bien entendu, il faut que je le fasse avec sudo. C'est le seul qui m'autorise à ne pas avoir de mot de passe, évidemment. Sudo -i-u, excusez-moi, il est un peu tard et je commence à fatiguer. Donc là, je n'ai pas de mot de passe. Le mot de passe pour David, évidemment. Voilà, donc je suis maintenant Paul. Donc en tant que Paul, je suis dans mon dossier personnel, qui est Home Commerciaux Paul, d'accord.
Je peux, par exemple, faire un touch de test.txt. OK. ls. J'ai bien mon fichier test.txt. Essayons de changer de dossier. Je remonte d'un cran. Je veux aller dans le dossier comptable. Je veux même aller dans le dossier de Pierre. Est-ce que j'ai le droit d'y aller? J'ai le droit. Est-ce que je peux lister ce qu'il y a dans le dossier de Pierre? Je peux. Est-ce que je peux faire un touch de truc, par exemple, pour un txt? Là, je ne peux pas faire un touch parce que je n'ai pas les droits d'écriture sur ce dossier. Très bien. Si on voulait être un tout petit peu plus violent, on pourrait, par exemple, ne pas permettre du tout. Alors, c'est pas ce que je voulais faire, pardon, comptable. Donc, on va relister le dossier, donc ls-l. Et on voit que Pierre donc, est le propriétaire et que le propriétaire a tous les droits, mais que les gens de son groupe n'ont pas le droit d'écrire, et surtout que les autres n'ont pas le droit d'écrire non plus. Mais ce qui serait encore mieux, si on voulait vraiment protéger complètement ce dossier-là, ce serait de dire que le propriétaire, bien sûr, a tous les droits, c'est normal. Éventuellement, les gens de son groupe peuvent voir sur quoi ils travaillent, mais ils ne peuvent pas le modifier, parce que ce sont des comptables aussi, ils ont peut-être le droit d'aller voir les dossiers en cours. Mais quelqu'un qui est commercial, par exemple, n'a absolument pas le droit de lire ou même de modifier quoi que ce soit ou d'exécuter quoi que ce soit dans ce dossier-là. Il n'y a pas de raison de le faire. Eh bien, on va simplement, on va changer, alors simplement, c'est très facile à dire, on va changer les droits de ce dossier. Et pour changer les droits de ce dossier, on va utiliser une commande qui s'appelle chmod. Alors, chmod, c'est change binary mode en fait. Et là, il va falloir que je vous explique une petite chose avant de pouvoir faire ça. Donc, ces droits R, W et X, RW et X, RW et X ici aussi, sont compris par le système soit avec les lettres R, W et X pour R pour read, W pour write et X pour execute, mais ils peuvent être compris sous forme numérique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement sous forme numérique? Là, on va aller tricher un petit peu. Je vais prendre un éditeur ici. Et je vais simplement essayer de vous expliquer ça. En fait, chacune de ces lettres va avoir une valeur. Il se trouve que en binaire, on a, par exemple, 3 bits qui peuvent avoir des valeurs, donc 0 ou 1 chacun. Et si on voulait égrener toutes les possibilités, donc le 0, ça donnerait 0, 0, 0. Donc si on a bien trois informations binaires, hein, on a est-ce qu'on a le droit d'exécuter, oui ou non? Est-ce qu'on a le droit d'écrire, oui ou non? Est-ce qu'on a le droit de lire, oui ou non? Donc on va se fixer comme indication que V, ça va être la valeur, réellement. Et que ici, on va avoir le R, le W ou le X. Et en fait, grâce à ça, on va égrener toutes les combinaisons possibles et on va compter en binaire réellement en se servant de ces indications-là. Alors, ça va être un peu pénible peut-être au départ, mais rassurez-vous, ça va vite trouver une explication. Donc je vais le faire là pour qu'on ait toutes les indications. Donc quand on compte en binaire comme ça, on va les avoir sous cette forme-là. 0, 1, 1. Le 4, ça voudra dire 0, non, pardon, ça veut dire 1, 0, 0. Le 5, ça sera 1, 0, 1. Le 6, ça sera 1, 1, 0. Et le 7, ce sera 1, 1, 1. En fait, en réalité, cette valeur ici, la première valeur, on dit qu'on est, dans ce cas-là, quand on compte sur 3 bits, on est en octal. Pourquoi en octal? Alors, le binaire, c'est 2 valeurs possibles, c'est 0 ou 1. Le décimal qu'on utilise tous les jours, c'est 10 valeurs possibles. On a 10 symboles pour représenter les nombres, ça va de 0 jusqu'à 9. Et bien, l'octal, il y a 8 symboles, de 0 jusqu'à 7. Et donc, en réalité, chaque paquet de 3 est une valeur en octal. Si je veux, par exemple, autoriser, ne rien autoriser du tout, je vais donner comme valeur 0. Si je veux autoriser uniquement l'exécution, je vais donner 1. Si je veux autoriser uniquement l'écriture, je vais donner 2. Si je veux utiliser à la fois l'écriture et l'exécution, je vais donner 3. Si je veux autoriser uniquement la lecture, je vais donner 4.
5 pour avoir la lecture et l'exécution, ce sont les droits qu'on a ici d'ailleurs. Donc ici la valeur ça vaudrait 5. 6 si je veux la lecture et l'écriture mais pas l'exécution, et 7 si je veux tous les droits, c'est-à-dire lecture, écriture et exécution, et c'est ce qu'on a ici. Pourquoi tout ce préambule? Pourquoi toute cette information? On va y venir tout de suite, c'est que la commande chmod peut prendre comme paramètre soit les lettres, pour dire ce qu'on veut faire, mais c'est pas très précis, soit, si on veut être vraiment précis, ce sont des valeurs en octal. Alors, on va faire les modifications directement, on va faire sudo chmod, et en fait on va donner les trois groupes en octal, en indiquant les droits qu'on souhaite attribuer. Par exemple, si le premier groupe on met 7, qui sera ce groupe-là, on aura le droit de lire, d'écrire et d'exécuter. Ensuite, si par exemple je veux que les personnes du... Donc ça c'était pour le propriétaire. Pour le groupe, les personnes du groupe propriétaire, aujourd'hui elles peuvent lire et exécuter, mais en fait je voudrais qu'elles ne puissent que lire. Donc je vais mettre 4. Ok, donc ça sera 4. Et je veux que tous les autres, qui ne sont pas du tout les comptables, qui ne sont pas dans le groupe propriétaire, c'est vraiment tout le reste du monde, par exemple les commerciaux, bah, je veux pas qu'ils aient droit de quoi que ce soit, je vais leur mettre 0. Donc en mettant 7, 4 et 0, j'ai changé les droits ici. Et bien entendu, il faut que je dise sur quel élément je souhaite le faire, et l'élément, ce sera Pierre. Ok. Refaisons un ls-l, et là, vous voyez que les droits, effectivement, ont changé. J'ai bien le propriétaire qui a tous les droits d'écriture, donc c'est le 7. J'ai le groupe propriétaire qui ne peut que lire, c'est le 4, c'est bien ça. Et tous les autres, ils sont à la porte, ils n'ont pas le droit, tout simplement, d'accéder au dossier. Alors, refaisons un ls. Maintenant, je suis en tant que Paul, donc je suis commercial maintenant. Je suis en train de regarder dans le dossier des comptables. Je vois le dossier de Paul et je me dis, tiens, chouette, je vais aller voir ce qu'il y a dedans. CD Paul. Désolé, je ne peux pas aller dans le dossier. Alors, c'est pas Paul, évidemment, c'est CD Pierre, pardon. Autant pour moi. Permission non accordée. Je n'ai pas le droit d'aller voir ce qu'il y a dans le dossier Pierre parce que je ne suis pas le propriétaire. Je ne suis pas Pierre, je suis Paul. Je ne suis pas comptable puisque je fais partie du groupe des commerciaux. Donc je suis dans le cas de figure où je suis un autre. Et ce que je viens de faire actuellement pour le dossier, eh bien pour le dossier Pierre, on peut le faire pour n'importe quel fichier. Quand on a décidé quand on sait qui est le propriétaire et qui est le groupe propriétaire de ce fichier, on peut décider comment tel ou tel utilisateur, qui fera partie ou non du groupe, qui sera peut-être le propriétaire ou non, ou qui sera un autre utilisateur, accédera à ce dossier ou à ce fichier. Et pour faire les choses de façon encore plus intéressante, on va prendre le cas inverse. Paul, tout à l'heure, a créé un fichier test.txt. D'accord? Donc, je vais sortir du compte Paul, je reviens sur David. On va aller dans le dossier. Alors, je vais remonter d'un cran et je vais rentrer dans le dossier des commerciaux. Et je vais aller dans le dossier de Paul. Voilà, directement. Donc, j'ai fait... Voilà, pour que vous voyez ce que j'ai fait. J'ai fait cd.. Je remonte d'un cran et je rentre à nouveau dans le dossier commerciaux. Et j'entre dans le dossier de Paul. Alors, on va essayer d'élargir un tout petit peu cette fenêtre-là, ça serait bien. Voilà. Bon, c'est un peu trop tard. Voilà. Donc, dans le dossier de Paul, si je liste ce qu'il y a dedans, il y a un fichier qui s'appelle test.txt. Alors, listons-le en faisant un ls-l. Donc ça, on l'a vu déjà précédemment. Qu'est-ce qui se passe pour le fichier test.txt? Eh bien, le propriétaire qui est aujourd'hui Paul peut lire et écrire dans ce fichier. Les commerciaux, qui est le groupe propriétaire, ne peut que lire ce fichier. Ce qui serait amusant, ce serait de dire, bon, ce fichier-là, Paul a travaillé dessus, mais maintenant, je voudrais bien que ce fichier soit transféré à Pierre directement. Alors, donc, on peut le laisser éventuellement dans le dossier de Paul. On autorisera Pierre à venir dans ce dossier. Et je voudrais que ce fichier texte, ce fichier test.txt, ne soit plus à Paul maintenant et qu'il appartienne à Pierre. Je voudrais changer le propriétaire de ce fichier. Eh bien, je vais utiliser une commande qui va s'appeler chown.
change owner, owner qui veut dire propriétaire. Donc on va aller, donc on va changer le propriétaire. Alors je vais juste vérifier la syntaxe exacte. Change owners, donc c'est d'abord les options, le nouveau propriétaire et le nom du fichier. D'accord? Donc les options pour l'instant on ne va pas s'en occuper. Donc je fais un sudo chown, change owner. Le nouveau propriétaire ce sera Pierre. Et le fichier en question ce sera test.txt. Voilà, et je valide. Refaisons un ls-l pour voir. Et effectivement, maintenant, le fichier test.txt appartient à Pierre. Pierre est donc maintenant le propriétaire de ce fichier, il aura le droit d'écrire dedans. Le groupe propriétaire, néanmoins, ce n'est pas celui de Pierre. C'est commerciaux. Alors, on va y revenir dans un instant. Donc, je suis toujours Paul. Enfin, je suis toujours dans le dossier Paul. Alors, je vais reprendre mon autre terminal. C'était, je ne sais plus lequel. Voilà, c'est celui-là. Donc, on va se reconnecter en tant que Paul. Et je suis dans mon dossier personnel. Donc, ls. J'ai bien mon fichier test.txt. Je vais essayer de l'éditer, donc en faisant par exemple un nano test, test.txt. Et là, je vais voir un petit message qui apparaît en bas qui me dit en lecture seule. Ça veut dire que je ne suis plus propriétaire, je ne peux plus modifier ce fichier. C'est intéressant. Et mieux encore, si je pousse le vice à dire que ce fichier n'appartient pas à Pierre, mais il n'appartient pas non plus aux commerciaux, maintenant ce sont les comptables qui en sont propriétaires, je vais changer le groupe propriétaire de ce fichier. Donc on va utiliser une autre commande qui va s'appeler ch group. Alors je crois que c'est ça, il me semble que c'est ça. Non, c'est chgrp, pardon. C'est ça. chgrp pour change group. Donc le nouveau groupe propriétaire, ce sera comptable. Et pour quel fichier? Donc pour le fichier test.txt. ls-l. Ça va me permettre de me rendre compte que maintenant, ce fichier test.txt, bien qu'il soit dans le dossier personnel de Paul, n'appartient plus à Paul, il appartient à Pierre. Et non seulement il appartient à Pierre, mais en plus il appartient au groupe comptable et non plus au groupe commerciaux qui était au départ le groupe initial de Paul. Donc voilà comment on modifie les droits et les propriétaires d'un fichier. Donc voilà comment créer des utilisateurs, voilà comment changer des droits sur les fichiers. Et pour finir, parce que cette vidéo commence à être un petit peu longue, on va terminer tout ça en beauté, finalement en supprimant maintenant les utilisateurs qu'on a créés. Donc quand on va supprimer, alors je vais revenir encore un écran, voilà, ls. Je vais vouloir supprimer des utilisateurs, donc j'ai un dossier test1 qui correspond à mon utilisateur test1, j'ai un dossier test2, un dossier test3. Et alors, avant de commencer à voir la commande qui supprime, je voudrais juste vous montrer une petite chose. Je voudrais juste vous dire, attention, stop, on réfléchit 2 petites secondes. Avant de supprimer un utilisateur, surtout faites attention, ne supprimez pas votre utilisateur à vous. Ne supprimez pas, par exemple, en ce qui me concerne, je ne vais pas supprimer David. Parce que si je supprime David, je me retrouve à la porte. Alors là, ça va, j'ai créé d'autres utilisateurs. Mais je ne les ai pas forcément mis dans le groupe sudo, donc ils n'ont peut-être pas les droits d'administration. Et du coup, si je supprime David, j'ai plus aucun utilisateur qui sera administrateur, qui me permettra de faire des manipulations comme ça. Donc, stop, réfléchissez, ne supprimez pas votre utilisateur à vous, faites bien attention. Maintenant que je vous ai dit ça, on va passer à la suite, on finit, donc on va supprimer des utilisateurs. Donc de la même façon qu'on a fait user add, et bien maintenant on va faire user del pour delete. Donc sudo user del, on va supprimer par exemple test1. A priori il n'a rien dit, c'est que ça a dû fonctionner, donc si je vais regarder, si je fais un less de /etc/passwd, et que je cherche test1, il n'est plus là, il a disparu. De la même façon, puisque test1 était rattaché au groupe test1, si je regarde le fichier groupe,
je n'ai plus le groupe test 1. Linux a automatiquement supprimé le groupe puisqu'il n'y a plus personne de rattaché à ce groupe. Ça, c'est bien passé. Seulement, j'ai oublié un détail. Je ne lui ai pas demandé de supprimer le dossier. Donc là, je vais être obligé de le supprimer à la main. Alors, sudo rm-rf pour ne pas demander confirmation. Donc, récursif et sans demander confirmation du dossier test 1. Là, ça marche. J'aurais pu, effectivement, dans la commande userdel, et ce qu'on va faire d'ailleurs avec l'utilisateur test2, lui demander de me le faire aussi avec la commande -r, l'option -r. Alors, il me dit qu'il n'a pas trouvé la boîte aux lettres de test2 dans var mail test2, bah évidemment parce qu'on ne l'a pas créé, c'est quelque chose qui n'était pas dans l'objet de cette vidéo, mais il a quand même supprimé le dossier test2. Et si je revérifie dans passwd, il a bien supprimé l'utilisateur test2, parce que j'ai test3 et j'ai plus le test2 dessus. Et de la même façon, si je regarde dans le fichier groupe, hop, il a bien supprimé le groupe test2, tout simplement parce que je n'ai plus personne qui est rattaché à ce groupe. Je vais voir aussi comment supprimer un technicien, le groupe technicien, pardon, puisque finalement je m'en sers pas. Pour supprimer un groupe, ça va être, normalement, si je dis pas de bêtises, alors, ça va être groupe del, qui permet de supprimer un groupe. Alors bien entendu, on ne pourra supprimer un groupe que si plus personne n'est rattaché à ce groupe. Donc si je fais groupe del, le groupe qui s'appelle technicien, comme ça, si je revérifie dans mon fichier groupe, je n'ai plus le groupe technicien. Une dernière chose qu'on n'a pas forcément vue, c'est tout à l'heure, alors si je revérifie dans les groupes un peu plus haut, si je l'ai vu, on l'a vu tout à l'heure, autant pour moi, je vais juste faire une petite vérification, history, est-ce qu'on a vu, alors on va faire mieux que ça, on va faire mieux que ça, si je fais history, que je renvoie ça vers grep, et que je cherche G, on l'a utilisé tout à l'heure. Donc, non, on l'a pas utilisé tout à l'heure. Ok, alors on va juste faire une dernière petite chose, une dernière petite manip, et après on va pouvoir terminer là-dessus. J'ai toujours un utilisateur test3 par exemple. Ok. Mon utilisateur test3, je voudrais qu'il soit rattaché aux commerciaux. Donc on a vu qu'on pouvait ajouter, alors on va faire un sudo user node -a j majuscule. On va ajouter un groupe à test3 qui sera le groupe commerciaux. Donc on ajoute commerciaux à test3. Quand je vais regarder dans les groupes, je vais effectivement avoir dans les commerciaux test3 qui sera rattaché aux commerciaux. Et puisque j'ai l'impression qu'on ne l'a pas fait, qu'on l'a un petit peu oublié, je voudrais quand même vous la montrer cette commande parce qu'elle est importante. Si je souhaitais maintenant ne plus avoir test3 dans le groupe commerciaux, il me suffirait de faire sudo g passwd -d. Ça va supprimer l'utilisateur test3 du groupe commerciaux. Retrait l'utilisateur test3 du groupe commerciaux. Je vérifie maintenant à nouveau mon fichier groupe et je vois que dans commerciaux, je n'ai plus test3. Voilà. Donc on a vu à peu près toutes les commandes, c'est-à-dire pour créer un utilisateur, pour ajouter des informations, pour lui permettre d'avoir un dossier de modèle avec des fichiers qui se copient automatiquement quand on le crée dans son dossier personnel. On a vu comment mettre un mot de passe, on a vu comment créer des groupes, on a vu également comment mettre des utilisateurs sur un groupe, les retirer d'un groupe, ce qu'on vient de voir à l'instant. Ça fait pas mal de choses, donc maintenant on va pouvoir se retrouver dans le monde réel pour une petite conclusion, et je pense que c'est déjà pas mal pour cette vidéo
qui commence à être un petit peu longue. Allez, on se retrouve dans le monde réel et on conclut cette vidéo. Et bien voilà pour la gestion des utilisateurs et des groupes. C'est une vidéo qui était assez longue jusque-là, effectivement, mais on a vu l'ensemble des fonctionnalités pour créer, modifier un utilisateur avec UserAdd, UserMod, pour les affecter à des groupes avec toujours UserAdd et les options -A, G majuscule, pour des groupes secondaires. Les utilisateurs ont forcément un groupe principal de base, et quand on crée un utilisateur, si on ne précise pas à quel groupe principal il appartient, automatiquement, Linux va créer un groupe directement à partir de rien pour cet utilisateur, parce que chaque utilisateur doit forcément avoir au moins un groupe principal, un groupe initial. On a vu qu'on pouvait donc créer des utilisateurs, qu'on pouvait aussi créer des groupes, et s'arranger pour créer des utilisateurs directement dans ces groupes, en utilisant des options particulières, pour définir la façon dont les choses allaient se créer. Par exemple, le dossier personnel de chaque utilisateur peut être créé automatiquement, et pour le créer, on utilise un modèle qui, à la base, se trouve dans /etc/scale, mais rien ne nous empêche d'en définir un manuellement. Si on crée des groupes bien précis et qu'on veut que chaque groupe ait son propre dossier personnel et avec les bons outils, on peut, pourquoi pas, créer des modèles sur la base de ce que propose Scale. On crée un dossier Scale commercial, un Scale comptable, un Scale famille, un Scale ami, et puis en fonction de l'utilisateur qu'on va créer, on lui attribue le dossier de base de ce type d'utilisateur. On a vu qu'on pouvait changer les droits sur les dossiers, sur les fichiers, avec les commandes chmod, avec la commande chmod, pardon. Cette commande-là est un petit peu particulière et au début, ça peut paraître complexe de commencer à penser en octal. En réalité, les droits principaux dont on va avoir besoin, ça va être essentiellement lire, écrire ou exécuter. Les valeurs vraiment importantes à retenir, c'est exécuter, ça vaut 1, écrire, ça vaut 2, et lire, ça vaut 4. Et en faisant des combinaisons de tout ça, si vous voulez, par exemple, lire et écrire, ça fait 4 plus 2, ça vaut 6. Voilà, vous mettez 6, et ça donne automatiquement le droit de lecture et d'écriture. Là, je vous ai détaillé vraiment la méthode en vous donnant le tableau complet avec toutes les valeurs possibles, mais en réalité, on obtient le même résultat en faisant une simple addition sur ce qu'on veut. Il faut juste retenir que exécuter, ça vaut 1, écrire, ça vaut 2, et lire, ça vaut 4. Si vous savez faire ça, et que vous savez faire des additions, ça devrait très bien se passer. Voilà pour ce qui est des droits sur les fichiers. Et sur les fichiers, il y a une autre partie qui concerne finalement le propriétaire du fichier, ou les propriétaires en tout cas, le propriétaire du fichier et le groupe propriétaire. Eh bien, ce propriétaire et ce groupe propriétaire, finalement, vont être essentiels aussi à la sécurisation d'un fichier ou d'un dossier. Donc, on peut changer le propriétaire avec chown, change owner, donc on change le propriétaire du fichier. On peut changer le groupe propriétaire avec chgrp, change group, et finalement, grâce à ces commandes-là, entre la création d'utilisateurs, de groupes, le changement de droit avec chmod, le changement de propriétaire, pardon, et le changement de groupe, on arrive à faire à peu près ce qu'on veut et à donner des droits de façon très très précise, finalement avec assez peu de commandes. Là, on a mis du temps à les développer parce que je voulais vous montrer vraiment l'utilisation et essayer de vous donner des exemples un peu concrets de leur façon de s'utiliser. C'est pour ça que cette vidéo est aussi longue, mais en réalité, une fois qu'on a compris ça, en 10 minutes, les choses sont faites. Il n'y a pas besoin, si on sait précisément ce qu'on est en train de faire, ça va très très vite. On n'a pas à farfouiller dans les menus, il suffit de connaître ces quelques commandes, de connaître les quelques options. De toute façon, si vous avez un doute, comme d'habitude, lisez le manuel, c'est man et le nom de la commande, et vous devriez retrouver à peu près tout ce qu'on a vu là, et certainement encore d'autres informations. Voilà, donc j'espère que toutes ces informations ne vous ont pas fait trop mal à la tête, n'ayez pas peur, prenez le temps de les digérer, revisionnez la vidéo s'il le faut, faites des pauses, faites des essais dans une machine virtuelle, c'est peut-être encore le moins dangereux. Surtout si vous supprimez des comptes utilisateurs, ne supprimez pas votre compte personnel parce que sinon vous risquez d'avoir des gros problèmes. Si vous n'avez pas défini les mots de passe pour les utilisateurs que vous avez créés et que vous supprimez votre utilisateur qui est peut-être le seul à avoir en plus l'accès sudo, là vous êtes très très mal parce que vous ne pouvez pas ouvrir une session en tant que root. Ça peut vraiment être problématique. Donc à manier avec précaution quand même. J'espère en tout cas que ça vous sera profitable et que ça vous a fait avancer. C'était David pour Ordi Répar, j'espère vous revoir pour la prochaine vidéo.